Bon, je pense que nous pouvons commencer, puisque tout le monde a l'air d'être là. Alors donc, je vais vous parler aujourd'hui de la question du contexte littéraire hellénistique dans lequel s'inscrit le livre d'Esther. Et je voulais commencer en vous disant qu'en 1930, vous vous souvenez certainement pas, mais Tintin se promène au pays des soviets je suis en train de perdre. Et la bande dessinée que j'ai regardée véhicule essentiellement des clichés. J'aime beaucoup celui qui est affiché ici, donc, où, contrairement aux racontars des pays bourgeois, nos usines marchent à plein rendement, et puis on voit comme ça Tintin qui regarde un peu caché, et puis il observe, ce sont des communistes anglais à qui l'on montre les beautés du bolchevisme. Ensuite, alors il va voir ces usines, et puis, ce sont de simples décors de théâtre derrière lesquels on brûle de la paille pour faire fumer les simili-cheminées. Et puis, voilà, ça se finit. Et c'est ça que leur guide nommait des bruits de machine. Des clichés, en fait, on en trouve dans de nombreux albums d'Hergé. On sait qu'Hergé voyageait très peu. Sont essentiellement ces représentations mentales des pays que Tintin visite qu'il fournit. Ces clichés, Hergé évidemment ne les invente pas, ce sont les siens et ceux de son époque, de son milieu. En l'occurrence, Hergé reflète la propagande anti-bolchevique des années 20. Ces clichés sont souvent exagérés, mais au fond, qu'ils correspondent ou non à la réalité est finalement assez secondaire parce que les tintinophiles vous le diront, ils renseignent plus sur les représentations d'Hergé que sur la réalité, évidemment, que Tintin est censé visiter. Pour en venir au livre d'Esther, rappelons d'abord qu'il rapporte, comme je l'ai rappelé la dernière fois, qu'il rapporte qu'à la cour du roi perse Achvéroch, une jeune juive devenue reine de Perse parvient à éviter une sorte d'énorme massacre visant tous les juifs de l'Empire, fomenté par un haut fonctionnaire appelé Haman. Comme ce texte figure dans la Bible juive, nous avons vu la dernière fois que, assez naturellement, les biblistes qui ont lu le livre ont eu tendance à y voir une création typique de la culture littéraire juive, avec les parallèles qu'on a observés. Sur ce point, on peut insister sur le fait que, comme d'autres textes bibliques, notamment le cycle de Joseph ou les 6 premiers chapitres du livre de Daniel, Esther semble surgir de l'expérience de la vie juive en diaspora. Le lecteur assidu de la Bible hébraïque rapprochera également l'expérience du salut du livre d'Esther à celui de l'Exode. Ce faisant, évidemment, l'exégète n'a pas tort et les parallèles entre, d'une part, Esther, Mardochée et d'autre part, Joseph, Daniel ou Moïse sont nombreux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Comme Joseph, Esther et Mardochée vivent en diaspora, ils risquent la vie et finissent par sauver leur peuple et diriger le pays étranger. Comme dans le cycle de Joseph, le roi a des problèmes de sommeil, le motif des banquets est très présent et l'action divine est sous-entendue plutôt qu'explicitement décrite. Comme Moïse, Esther est adoptée, cachée dans le palais du roi, refuse d'abord l'ordre de sauver son peuple, etc. Comme lors du passage de la mer des Joncs, au chapitre 9 d'Esther, les ennemis des Juifs meurent en grand nombre. Donc ça, on l'a vu la dernière fois. Si les similitudes entre Esther et d'autres textes bibliques sont bien réelles, les représentations du monde perse qu'on y trouve, par contre, se retrouvent peu, pour ne pas dire pas du tout, dans la littérature biblique. D'où viennent donc les représentations de la cour perse présentes dans le livre d'Esther ? On pourrait penser, évidemment,
à première vue que ces informations sont de première main, l'auteur du livre ayant vécu en Perse, pourquoi pas. Je vais cependant tester avec vous une autre hypothèse et évaluer dans quelle mesure les auteurs du livre d'Esther ont fait usage de clichés, de motifs et de récits qui émanent de la littérature classique pour construire leur propre récit. Quelques remarques d'abord à propos du fait que la littérature grecque connaît et parle abondamment du monde perse. C'est tout à fait logique parce que à l'époque grecque classique, cette époque est marquée par toute une série de confrontations entre le monde d'expression grecque et l'Empire perse. Dès le VIe siècle, les Perses exercent une pression grandissante en Asie mineure qui débouchera au début du Ve siècle sur les deux guerres médiques, confrontant directement les cités grecques avec l'empire perse de Darius puis Xerxès. Au terme de ces guerres, le monde grec avoisine l'empire perse, notamment sur toute la côte égéenne d'Asie mineure. D'incessants contacts militaires, politiques et commerciaux entre les deux mondes caractérisent la période grecque classique. Des voyageurs grecs visitent la Perse, des mercenaires sont engagés, et cette situation perdure jusqu'à ce qu'Alexandre le Grand ne mette un terme à l'Empire perse et installe une large domination hellénistique. L'histoire de la Grèce classique explique les raisons de la présence récurrente de la Perse dans la littérature grecque. C'est un motif très classique, très courant. Sans viser l'exhaustivité, mentionnons que la Perse est très présente dans l'œuvre des historiens et tragiques des 5e et 4e siècles avant notre ère. C'est notamment le cas de l'œuvre d'Échille, qui situe par exemple sa tragédie « Les Perses » dans le monde de Xerxès, et surtout des œuvres historiques comme l'histoire d'Hérodote, l'Anabase et la Cyropédie de Xénophon, lesquels racontent respectivement pour Xénophon l'expédition des 10 000 et la vie de Cyrus. Le cas un peu moins connu de Ctésias de Cnide est intéressant à plus d'un titre, puisque ce médecin a vécu plusieurs années à la cour d'Artaxerxès II, un roi perse, avant de rédiger son Histoire perse. Une œuvre qui a connu un grand succès. Ctésias, en fait, est un représentant d'un genre littéraire bien connu à l'époque hellénistique, dans la littérature grecque, les Persica, les récits à propos de la Perse. Alors, malheureusement, les autres exemples de Persica ont été perdus, on a seulement quelques fragments, mais on sait qu'il y en a une bonne quarantaine qui étaient sur le marché à l'époque. Donc, visiblement, c'est quelque chose d'assez classique. La Perse, finalement, est également thématisée par les philosophes, comme en témoignent les lois de Platon ou le traité du monde d'un pseudo-Aristote. Bon, ça, c'est pour l'époque classique. Et puis, malgré la disparition de l'Empire perse, en fait, la Perse va continuer à jouer un rôle considérable dans la littérature historiographique grecque, puis romaine. La dépendance d'avec les textes classiques ne fait guère de doute, mais pour notre propos, là encore, l'essentiel n'est pas de savoir. L'essentiel, c'est de savoir que les clichés et les récits sur la Perse ancienne vont perdurer très longtemps dans le monde gréco-romain. On retrouve la Perse chez les historiens grecs des premiers siècles, comme Diodore de Sicile, Plutarque, chez le géographe Strabon, etc. Et puis, dans la littérature latine, dans l'histoire universelle de Justin, on retrouve également ce motif. Plus tard, au IIIe siècle de notre ère, la Perse n'est toujours pas tombée dans l'oubli puisqu'elle apparaît dans plusieurs curiosités rapportées par les deipnosophistes d'Athénée, ainsi que dans l'histoire variée d'Héliène. La Perse constitue donc une source d'intérêt considérable dans l'ensemble de la littérature grecque d'époque classique, hellénistique et romaine.
Cette littérature véhicule une image du monde perse qui, si elle est parfois idéologique, voire fantasmatique, est souvent précise, bien documentée. Les historiens modernes de la Perse recourent d'ailleurs abondamment à cette documentation qui constitue une source incontournable de l'histoire perse. Même si le caractère stéréotypé de la vision du monde perse qu'on y trouve oblige à être prudent en tant qu'historien. Mais pour notre propos, la question de la pertinence de la vision grecque du monde perse est secondaire, puisque dans le cadre de cette étude, c'est le regard des Grecs sur le monde perse et non pas la réalité du monde perse que nous allons chercher à comparer avec le regard porté sur ce monde par le livre d'Esther. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que durant l'Antiquité, un homme cultivé, vivant à Athènes, à Sparte ou à Alexandrie, connaît bien la Perse au travers de ses lectures, et cela même bien après l'effondrement de l'Empire perse. Si on regarde maintenant le livre d'Esther, force est de constater que la description des usages et des pratiques perses qui sont décrites est pratiquement toujours compatible avec ce que les Grecs disent de la Perse. On peut relever par exemple que la taille de l'empire dont parle Esther 1, verset 1, Xerxès régna sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'à la Nubie, correspond, grosso modo, à ce que l'historien grec Hérodote mentionne quand il parle de la fiscalité de l'Empire perse. Il mentionne plus de 70 entités et puis dit qu'il y en a encore d'autres. Donc avec 127, on n'est pas loin. On pourrait dire la même chose de toute une série d'autres aspects de la description de la Perse figurant dans le livre d'Esther. On pense notamment à la description de la puissance de l'Empire, de son administration, de la richesse dans laquelle vivent les rois perses, de la présence d'eunuques à la cour, de la tendance perse à organiser des banquets et à y boire beaucoup plus que de raison. Il ne fait pas de doute que le cadre dans lequel se déroule le récit d'Esther correspond bien aux représentations qu'on se fait de cette cour perse dans le monde grec. On peut aller un peu plus loin encore et se demander si des parallélismes existent entre des récits qui mettent en scène des personnages de la cour perse présents dans la littérature classique et ceux du livre d'Esther. Si ces parallèles existent. Et si dès lors, on pourrait supposer que les auteurs de l'œuvre romanesque qu'est le livre d'Esther auraient pu s'inspirer de tels épisodes. Pour cela, nous allons parcourir les grandes étapes du récit biblique et signaler les épisodes analogues présents dans la littérature grecque, ainsi que ceux dont les thèmes peuvent éclairer certains aspects obscurs ou étranges du texte biblique. Alors je vais commencer par le refus de Vashti de se rendre auprès du roi. Comme vous savez, le déclenchement de l'intrigue du livre d'Esther se produit lorsqu'à la fin d'un banquet royal, l'épouse du roi perse Ahasvérosh, la reine Vashti, refuse de se rendre auprès du souverain. Cette insubordination débouchera évidemment sur l'éviction de cette reine. Étonnamment, dans le texte biblique, la raison de cette insubordination n'est aucunement expliquée. Évidemment, les interprètes de l'œuvre se sont depuis longtemps amusés à chercher des explications de toutes sortes, l'orgueil de Vashti, le refus de venir mal habillé ou dévêtu, etc. Mais au fond, rien n'est indiqué dans le texte. Si vous lisez le texte hébreu, aucune indication. Alors au plan littéraire, la façon la plus simple d'expliquer cette absence d'explication consiste à supposer que les raisons de ce refus sont évidentes pour le lecteur cultivé de l'Antiquité. Celui qui connaît le monde perse au travers de la littérature grecque classique a probablement une idée là-dessus. L'auteur du texte n'aurait alors pas jugé nécessaire d'expliquer les raisons du refus de Vashti. Du point de vue de la littérature grecque, un cliché sur la royauté perse permet d'expliquer ce refus. En effet, l'épisode où Vashti refuse de se rendre auprès du roi se situe alors que celui-ci est au milieu d'un banquet aviné. Or, Plutarque indique que, donc c'est une citation, quand les rois perses
prennent leur repas, leurs femmes légitimes sont assises à leur côté et participent au festin, mais s'ils veulent se livrer aux amusements et aux beuveries, ils les renvoient et font venir les musiciennes et les concubines. Dans ce contexte, on comprend facilement que la reine Vashti ne peut pas accepter d'être traitée comme une concubine. Le livre soulignant qu'à ce moment-là, on a énormément bu. Ça, c'est vraiment évident dans le livre d'Esther, dans le chapitre 1. Après le refus de Vashti, le roi se fâche, évidemment. Étonnamment, il ne prend pas immédiatement la décision de la destituer de sa souveraineté, mais le texte précise « Toute affaire royale devait aller devant tous les spécialistes de la loi et du droit ». C'est toujours des citations que j'ai tirées de la Tob. Il convoque alors des spécialistes du droit pour connaître ce qui doit être fait à la reine. D'après la loi, que faire à la reine Vashti, attendu qu'elle n'a pas exécuté la parole du roi Xerxès transmise par les eunuques. 1.15. Dans la suite du récit, le discours d'un de ces spécialistes du droit est rapporté, lequel conclut à la nécessité de révoquer la reine et de proclamer dans tout l'Empire cette révocation. Cet épisode peut être comparé à celui que l'on trouve chez Hérodote, lors du mariage de Cambyse avec sa sœur. Hérodote précise que le cas constitue une nouveauté. Épris de l'une de ses sœurs, Cambyse voulut l'épouser. Son projet sortant de l'ordinaire convoqua les juges royaux pour leur demander s'il n'existait pas quelque loi qui permît le mariage entre frères et sœurs. Histoire 3.31. La traduction est celle de la Pléiade. Hérodote explique ensuite que ces juges, censés interpréter les lois ancestrales, trouvèrent moyen, par un développement casuistique, d'autoriser ce mariage sans violer la loi. Alors, tant Hérodote que le livre d'Esther mettent en scène un roi qui doit se soumettre au droit dans une affaire matrimoniale. Le roi consulte alors un collège de spécialistes en la matière, lequel s'adonne à une discussion juridique et obtiennent finalement un résultat conforme à ce que le roi souhaite. Le type de procédure à appliquer et le fait que le roi ne soit pas libre de faire ce qui lui semble bon en matière matrimoniale rapprochent beaucoup ces deux épisodes. La lecture d'Hérodote, ayant ici, donc, pourrait aussi ici avoir inspiré les auteurs du roman d'Esther. Évidemment, il est évident dans toute cette argumentation qu'il ne s'agit pas de dire que les auteurs du livre d'Esther font des sortes de coupé-collé de la littérature hellénistique, mais ils utilisent des modèles qu'ils retravaillent. Hein. C'est ça tout l'enjeu. Et on va continuer. Esther est présentée au chapitre 2 comme une orpheline d'une grande beauté, enlevée à son père adoptif Mardochée, un juif, à la suite d'une sorte de vaste rafle organisée pour trouver une femme pour le roi. Elle est transférée au palais, elle plaît à l'eunuque chargé de préparer les femmes à la rencontre du roi. Le texte hébreu insiste lourdement sur la longue préparation cosmétique nécessaire à la rencontre du roi et sur le fait que ces différentes jeunes filles passent à tour de rôle la nuit, enfin on suppose que c'est la nuit, c'est évident par le contexte, auprès du roi. L'épisode se termine par le fait qu'Esther gagne ce concours de Miss Perse, dans la mesure où elle plaît au souverain plus que toutes ses rivales et devient reine. On peut noter que la vie sexuelle du roi perse et la condition des femmes vivant à la cour perse sont présentées dans cet épisode d'une manière là aussi parfaitement conforme aux stéréotypes grecs à propos du monde perse. Le chapitre 2 s'ouvre par une vaste rafle des plus belles jeunes filles du royaume qui sont conduites auprès du roi, comme si le souverain avait un besoin irrépressible de femmes. Bon, apparemment, ce n'est pas seulement en Perse. Or, l'appétit sexuel des souverains perses et les très nombreuses concubines dont ils disposent est un motif très bien attesté. Les textes grecs insistent sur cela en mentionnant l'existence
de versements de tribus de femmes internes à l'Empire, ainsi que plusieurs cas d'enlèvement par le souverain perse de jeunes filles grecques captives de guerre. Prenons quelques exemples. Hérodote mentionne l'envoi d'un tribut d'une centaine de femmes tous les 4 ans par les Colchidiens, Histoire 3, 97, et un dialogue entre Darius et sa femme Atossa fait de la capture de femmes une motivation pour aller conquérir la Grèce, Histoire 3, 134. En outre, selon Diodore de Sicile, les concubines de Darius qu'il emmenait avec lui quand il allait en campagne étaient aussi nombreuses que les jours de l'année et d'une beauté remarquable. Voilà, vous avez toujours les références là affichées. La nomination d'Esther est le fruit d'un concours de beauté durant lequel toutes les filles en question se présentent alternativement et de nuit auprès du roi. Ici aussi, le motif est conforme aux représentations que se font les Grecs des relations matrimoniales en Orient. Hérodote rapporte qu'en Babylonie, dans chaque bourgade, les jeunes filles en âge de se marier étaient mises aux enchères une fois par an, de la plus belle à la plus laide. Ainsi, les riches pouvaient épouser les plus belles femmes et les pauvres recevaient avec les plus laides une somme d'argent. Hérodote, c'est pas moi, c'est Hérodote 1, 196. Le concours de beauté royale d'Esther constitue d'une certaine manière l'expression de cette coutume à l'échelle royale. Mais on peut aller plus loin encore et signaler que les nuits du roi sont explicitement décrites sur la base de tels concours de beauté et de charme opposant les concubines. Ainsi, Diodore rapporte à propos des concubines de Darius que chaque nuit, elles tournaient autour de la couche du roi afin qu'il choisît lui-même celle qui devait s'unir à lui. Donc Diodore, Bibliothèque historique 17, 77, 7. Outre les divers motifs repérés ci-dessus, un épisode présentant l'ascension auprès du roi perse d'une pauvre étrangère est bien connu de la littérature grecque et présente des similitudes frappantes avec l'épisode de l'ascension d'Esther. Il s'agit de l'ascension d'Aspasie auprès de Cyrus le Jeune. Cet épisode nous est parvenu au travers de l'histoire variée d'Élienne, un auteur, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un auteur romain de langue grecque du IIIe siècle de notre ère. Donc c'est Histoire variée 12.1. Mais on sait, donc c'est pas simplement un auteur du IIIe siècle après qui invente l'épisode. On sait qu'il est bien connu bien antérieurement parce que Xénophon et Plutarque témoignent du fait qu'on connaît cet épisode, ils font allusion. Donc alors je vous raconte cet épisode. Aspasie est une jeune fille de Phocée, orpheline de mère et fille d'un certain Hermotimos. Sa beauté est longuement décrite par Élienne. Comme Esther, ce n'est pas de son plein gré, mais à la suite de la prise d'une ville qu'elle tombe aux mains des Perses et finit chez Cyrus. Elle lui est alors présentée en compagnie de 3 autres jeunes filles. Chez Élienne, Aspasie incarne les vertus grecques de réserve, dignité, pudeur, simplicité, etc. Dès lors, c'est son farouche refus de se comporter comme une courtisane, elle refuse de se farder, elle pleure, elle se défend, qui conduit Cyrus à tomber éperdument amoureux d'elle. Et Élienne de conclure qu'il était généralement admis que Cyrus ne voulait pas connaître d'autres femmes après elle. Le mariage d'Aspasie avec Cyrus devient alors d'une certaine manière un bon mariage, plus ou moins monogame, où les 2 époux s'aiment. Donc le parallélisme entre l'ascension d'Aspasie et celle d'Esther me semble frappant. On y repère le motif de la belle pauvre orpheline accédant au statut royal. Apparaît également la mention d'un concours de beauté entre les concubines, même si évidemment Aspasie ne veut pas y participer, ainsi que la nécessaire préparation cosmétique des filles qui se présentent au roi. Elle ne le fait pas, mais toutes les autres le font. En outre, le regard porté par Élienne sur Aspasie est relativement proche de celui que l'auteur du livre d'Esther porte sur son héroïne. Les 2 femmes sont porteuses de valeurs étrangères à celles du monde perse et parviennent pourtant à séduire le souverain. Le thème de la pudeur de la femme grecque se retrouve dans le livre d'Esther qui précise qu'alors qu'elle
pouvait demander tout ce qu'elle voulait pour se rendre auprès du roi. Esther ne prit que ce que l'eunuque lui indiqua. Cela dit, évidemment, le rapport entre Cyrus et Aspasie apparaît nettement plus intime, plus passionnellement amoureux que celui d'Esther et d'Achvérosh. Élienne insiste sur l'amour réciproque qui devient même exclusif entre les deux personnages. Un tel n'est pas le cas dans le livre d'Esther, où une distance plus importante est maintenue entre les deux époux. La relation entre Esther et le roi reste relativement lointaine et formelle, comme en témoignent par exemple les 30 jours durant lesquels Esther ne s'est pas rendue auprès du roi, selon Esther 4, 11, et qui l'oblige d'une certaine manière à forcer la porte du roi pour lui présenter sa requête lorsqu'il s'agira de sauver les Juifs. Cette évidente différence entre le récit de l'ascension d'Aspasie et celui d'Esther s'explique sans doute par le fait que les deux femmes sont les représentantes des valeurs de leur peuple. Or, en matière de mariage intercommunautaire, les Juifs sont nettement plus réticents que les Grecs. Dès lors, même s'ils connaissent l'épisode d'Aspasie et rédigent le récit de l'ascension d'Esther en se basant sur ce modèle, les rédacteurs du livre d'Esther ne peuvent pas faire, au contraire de ce que fait Élienne lorsqu'il parle du mariage d'Aspasie, du mariage d'Esther avec le roi perse, un bon mariage. Poursuivons le parcours dans le livre d'Esther et venons-en à la question de la haine d'Aman contre Mardochée, qui va conduire ce personnage à promulguer un décret visant à faire massacrer tous les Juifs de l'Empire. La naissance de cette haine s'explique par le fait que Mardochée, au contraire de tous les autres fonctionnaires perses, refuse de se prosterner au passage de Haman. Tous les serviteurs du roi présents à la porte du royal s'agenouillaient et se prosternaient devant Haman, comme le roi l'avait commandé à son sujet. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi présents à la porte royale dirent alors à Mardochée « Pourquoi transgresses-tu le commandement du roi ?» Il lui en parlait chaque jour, mais lui ne les écoutait pas. Alors ils informèrent Haman pour voir si les affirmations de Mardochée tiendraient. En effet, il leur avait révélé qu'il était juif. Voyant que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, Haman fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seulement, car on lui avait révélé quel était le peuple de Mardochée. Haman chercha à exterminer le peuple de Mardochée, à savoir tous les Juifs présents dans tout le royaume de Xerxès. À la suite de cet épisode, Haman fait émettre un décret ordonnant le massacre de tous les Juifs le 13 Adar. Évidemment, les exégètes se sont beaucoup interrogés sur les raisons de ce refus qui n'est pas du tout explicité dans le texte hébreu. On est comme avec le refus de Vashti, c'est le même cas de figure, aucune explication. L'auteur des additions de la Septante, dont je vous ai parlé la dernière fois, fut un de ces exégètes, d'une certaine manière, qui chercha à expliquer le refus de Mardochée. Ainsi, dans la prière qu'il met sur les lèvres de Mardochée, dans l'addition C, il pose le principe de ne pas placer la gloire d'un homme au-dessus de celle de Dieu. L'explication religieuse des additions présente dans le texte de la Septante ne rend qu'en partie justice à la signification originelle de ce refus dans le texte hébreu, me semble-t-il. En effet, dans le contexte intellectuel grec dans lequel baignent les auteurs du livre, ce refus s'explique probablement plutôt pour des raisons à la certes religieuses, mais surtout ethniques. Je vais essayer de vous le montrer maintenant. Les textes grecs attestent du fait que la prosternation, ça à plusieurs reprises, devant les hauts fonctionnaires et surtout devant le roi, est quelque chose de requis dans le monde perse. Or, à plusieurs reprises, il apparaît qu'une telle prosternation ne saurait être accomplie par un vrai grec. Ce point se trouve attesté chez Plutarque lorsque Artaban explique à Thémistocle « Vous autres, les Grecs, vous estimez surtout, dit-il, la liberté et l'égalité. Pour nous, donc les Perses, parmi beaucoup d'autres belles lois que nous avons, la plus belle est celle qui ordonne de révérer le roi et de se prosterner devant lui,
comme devant l'image du Dieu qui gouverne le monde. Plutarque, Thémistocle 27.4. On retrouve ce refus grec chez Hérodote lorsque les deux Spartiates, Spertias et Boulis, se présentent devant Xerxès pour payer la mort des héros de Darius. Les gardes leur ordonnèrent de se prosterner aux pieds du roi et voulurent les y obliger. Ils déclarèrent qu'ils n'en feraient rien, quand bien même les gardes les jetteraient face contre terre. Ils n'avaient pas coutume de se prosterner devant un homme et n'étaient pas venus pour le faire. Hérodote, Histoire 7, 136. Dans les deux exemples ci-dessus, le refus de se prosterner ne s'explique pas uniquement par des raisons religieuses. On ne se prosterne que devant les dieux. Il s'agit aussi d'une défense de l'identité et des valeurs grecques. Un grec préfère par-dessus tout la liberté, comme les deux Spartiates l'expliquent magnifiquement aux Perses Hydarnès, qui leur suggérait de se soumettre au roi pour obtenir richesse et pouvoir. Ils lui disent quelque chose de très beau, je trouve. « Tu connais l'esclavage, mais tu n'as pas encore tâté de la liberté. Tu ne sais pas si elle est douce ou pesante. Si tu en avais essayé, tu nous dirais d'employer pour la défendre non seulement la lance, mais la hache même. » Donc, vous voyez, si vous voulez, dans ces textes, au fond, le fait de se prosterner devant le roi perse est une forme, évidemment, d'absence de liberté qu'un grec ne peut pas faire. Au fond, dans le livre d'Esther, on remarque que Mardochée se conduit comme un grec. Il refuse de se prosterner. Une telle attitude prend pleinement sens si les auteurs de l'œuvre connaissaient bien la culture grecque. Il ne saurait être question de se prosterner devant Haman, qui, soit dit en passant, n'est même pas le roi. En outre, la suite du texte montre bien que les conséquences de ce refus n'affectent pas d'abord les questions religieuses, mais sont de nature ethnique. C'est l'ensemble des Juifs qui, d'une certaine manière, entrent en conflit avec Haman, et c'est eux qu'Haman, dès lors, va chercher à combattre. Pour le roi perse, comme le roi perse ne peut attendre la prosternation des Grecs sans les avoir vaincus par les armes, de même, seul l'anéantissement des Juifs éviterait à Haman l'humiliation de voir certains refuser de se prosterner à son passage. Ah oui, ça j'ai oublié de vous afficher ce texte que j'ai lu tout à l'heure. Maintenant, on va encore parcourir rapidement un ou deux autres exemples. Un moment important du livre d'Esther se situe au moment où la souveraine accepte, à la demande insistante de son beau-père Mardochée, de risquer sa vie en allant se présenter auprès du roi pour plaider la cause de son peuple. Alors nous lirons et analyserons en détail ce passage du chapitre 4 la prochaine fois. Mais mentionnons rapidement ici qu'alors que Mardochée demande à Esther d'aller plaider la cause des Juifs auprès d'Achvéroch, elle lui dit d'une part qu'elle n'a pas été convoquée depuis 30 jours et qu'on ne peut pas se présenter auprès du roi sans être convoqué, sans risquer la peine de mort. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces royales savent bien que quiconque, homme ou femme, va près du roi dans la cour intérieure sans être appelé, il n'y a pour lui qu'une loi, la mise à mort, sauf si le roi lui tend le sceptre d'or, auquel cas il peut vivre. Quant à moi, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé auprès du roi. Le fait que le roi perse ne soit pas un homme d'accès facile est un thème très présent dans la littérature classique, qui n'hésite pas à insister sur le lourd cérémonial d'audience pouvant aller jusqu'à rendre le roi complètement inaccessible. On ne peut y accéder que par des messagers. Le fait qu'une épouse doive risquer sa vie pour contacter le roi apparaît même dans un épisode décrit par Hérodote, 3, 68, 69. L'épisode se déroule après la prise de pouvoir d'un mage à la mort de Cambyse. Hérodote raconte qu'Otanès, un haut fonctionnaire, soupçonna l'imposture, pas une sorte de putsch comme ça, car le roi ne quittait jamais la citadelle et n'appelait jamais en sa présence aucun des Perses de haut rang. Interrogeant par une série de messages sa fille, Phéidimée, qui est une épouse royale, il apprit qu'elle n'avait jamais vu le roi légitime et qu'en outre elle ne pouvait se renseigner, vivant dans un isolement forcé comme toutes les autres femmes du roi.
Son père, Otanès, lui envoie alors un message la sommant de vérifier, durant le sommeil du roi, et au nom de sa bonne naissance, que le roi a des oreilles. Alors ça, il faut juste préciser, le mage en question avait perdu ses oreilles. Il avait les oreilles coupées. C'est la raison pour laquelle il lui demande de faire cette vérification. Et puis, le texte d'Hérodote raconte que Phéidimée répondit qu'elle acceptait d'effectuer cette vérification en dépit du risque mortel qu'elle encourait. Puis elle le fit. Donc, évidemment, le parallélisme entre les couples de père, fille, Otanès, Phéidimée, Mardochée et Esther est à nouveau assez frappant. Père et fille communiquent par un échange épistolaire au cours duquel les pères donnent des instructions extrêmement risquées à appliquer par fidélité à l'origine familiale. Il est en outre remarquable de constater que dans les deux cas, le problème provient des absurdités du fonctionnement du pouvoir royal. Dans le cas de Phéidimée, c'est le fait que le roi puisse gouverner sans être vu, et dans le cas d'Esther, c'est le décret d'Aman et le fait que la reine ne puisse pas se présenter librement face au roi. Le regard porté sur le système perse ainsi que sur deux femmes qui risquent leur vie pour être fidèles à leur père et leur famille plutôt qu'à leur mari est quasiment identique. Dès lors, l'épisode d'Esther pourrait très bien, là encore, être compris comme une judaïsation, d'une certaine manière, du récit d'Hérodote. Esther se présente près du roi sans avoir été convoquée. Alors le roi lui tend le sceptre d'or, ce qui l'attire d'affaire. Il lui demande ce qu'elle veut, et étonnamment, elle ne lui parle pas de son peuple, mais l'invite à un banquet. Alors le roi lui dit « Qu'est-ce que tu as, Esther ? Ô reine, quelle est ta requête ? Jusqu'à la moitié de mon royaume, cela te sera accordé. » Esther répondit « S'il plaît au roi, que le roi vienne avec Aman aujourd'hui au banquet que j'ai organisé pour lui. » Esther 5, 3, 4. À la fin du banquet, elle fait la même chose et invite le roi et Aman à un deuxième banquet pour le lendemain. Ce n'est qu'une fois qu'elle s'est ainsi rapprochée du roi, l'a invité, a mis Aman à ses côtés, l'a bien fait boire, qu'elle lui parle du véritable objet de sa démarche. D'ailleurs, que dans le deuxième banquet. Le roi se met en colère contre Aman qu'il fait exécuter. Le contenu du texte d'Esther est à cet égard tout à fait fascinant. Esther agit avec subtilité pour attiser l'orgueil d'Aman et mettre en confiance les deux personnages dans des banquets avinés, et elle obtient le résultat escompté. Alors le fait que la reine manipule le roi, les personnages de la cour et même ses ennemis pour obtenir la tête de quelqu'un est caractéristique de la façon dont la Perse est décrite par les textes grecs, encore une fois. La cour perse est remplie de reines et de princesses s'exerçant à la manipulation, à tel point qu'on a l'impression, en lisant Ctésias, que les ennemis des reines perses finissent tous par se faire supplicier. Chez Ctésias, Parisatis fait exécuter Artaxerxès, Amitis fait écorcher et mettre en croix un personnage qui s'appelle Pétézakas, Amestris fait crucifier Inaros, décapiter 500 Grecs, enterrer vivant un médecin et crucifier un homme de Canos. Donc ça, vous avez tout ça dans Élien, dans Ctésias, excusez-moi, c'est assez instructif. On trouve plusieurs parallèles entre l'action d'Esther et celle de Parisatis, notamment, qui est la reine-mère, parce qu'elle parvient à se venger des plus proches collaborateurs d'Artaxerxès, qui étaient responsables de la mort de Cyrus le Jeune, un autre fils de Parisatis. La description la plus détaillée des événements figure chez Plutarque. Parisatis piège Mithridatès lors d'un banquet où elle exploite, comme Esther, la vanité de ce fonctionnaire et sa volonté de se placer au même niveau que le roi. C'est très net dans le livre d'Esther. Aman, visiblement, il a des ambitions un peu élevées, c'est le moins qu'on puisse dire. Lors du combat entre Artaxerxès et Cyrus, Mithridatès avait été le premier à parvenir à frapper Cyrus. Or, à la fin du conflit, Artaxerxès avait couvert Mithridatès de cadeaux tout en affirmant qu'il avait lui-même frappé Cyrus. Peu après, au cours d'un banquet où il avait été invité avec la reine-mère, Mithridatès déclara être l'auteur de la mort de Cyrus. Le texte insiste sur le fait que ce fut sous l'emprise du vin.
et provoqué par l'eunuque de Parisatis que Mithridatès prononça ces bien imprudentes paroles, dont l'hubris n'échappa pas au maître de maison. Parisatis ne manqua pas alors de rapporter les propos de Mithridatès au souverain, qui condamna le personnage en question au supplice de l'auge. Restait à Parisatis à se venger de celui qui avait coupé la tête et mutilé Cyrus, qui est un autre personnage, l'eunuque Mazabatès. C'est en manipulant le roi qu'elle parvient à accomplir ce fait. Plutarque souligne qu'elle faisait tout pour passer autant de temps que possible auprès du roi. Les deux banquets d'Esther répondent à une même fonction. Or, c'est au cours d'une partie de dés qu'elle manipula le roi, s'arrangeant pour qu'un eunuque soit l'enjeu de la partie. Et puis, victorieuse, elle obtient le pouvoir sur Mazabatès et le fait exécuter. Vous voyez, le regard porté par Ctésias et Plutarque sur Parisatis, et plus généralement sur les reines perses, n'est évidemment pas le même que celui que l'auteur d'Esther porte sur la reine juive. Les reines perses sont présentées par les auteurs grecs comme des femmes cruelles, ne reculant devant rien pour arriver à leur fin, alors qu'Esther est une victime qui défend son peuple et ses amis dans le livre d'Esther. Pourtant, cet épisode montre des reines tirant les mêmes ficelles pour faire condamner des personnages importants, profiter de l'ivresse, profiter de la vanité des gens, de promesses maladroites, et se trouver dans une relation le plus intime possible avec le souverain afin de pouvoir le manipuler. Bon, évidemment, le temps avance comme chaque fois. Je vais passer assez rapidement sur la question des cadeaux faits aux bienfaiteurs, au chapitre 6. Dans le livre d'Esther, Haman demande toute une série de choses, en fait, pour lui-même, et puis finalement, c'est Mardochée qui les obtient. Mais cette idée, ce motif que le roi perse est un dispensateur de cadeaux est tout à fait caractéristique de la littérature grecque. En plus, il s'agit souvent des mêmes cadeaux, notamment le manteau du roi, le vêtement du roi, est un élément très très important. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait mettre en parallèle. Mais bon, je passe. Reste la question, le dernier point, c'est la question du massacre et des festivités. Le livre d'Esther se termine par un épisode, comme vous savez, assez violent. Le roi ne peut pas annuler le décret ordonnant le massacre de tous les Juifs. Il suggère à Mardochée d'émettre un contre-décret autorisant les Juifs à se défendre. La confrontation qui s'ensuit entre les Juifs et leurs ennemis aboutit au massacre des ennemis des Juifs à la fin du livre d'Esther. Ce massacre débouche sur la mise en place d'une fête qui le célèbre, la fête de Pourim. On reviendra là-dessus, là aussi, mais cette fois la dernière leçon. Notons cependant que ce thème peut être rapproché d'un épisode là aussi présent chez Hérodote. Après la mort du mage imposteur, celui dont je vous avais parlé, celui qui n'a pas d'oreille tout à l'heure, sous les coups de 7 comploteurs, Hérodote mentionne que quand les Perses apprirent à la fois l'acte des 7 et la supercherie des mages, ils jugèrent légitime d'en faire autant de leur côté, tirèrent leurs couteaux et frappèrent tous les mages qu'ils trouvèrent. La tombée de la nuit les arrêta, sans quoi ils n'en auraient pas laissé vivre un seul. Aujourd'hui encore, toute la Perse commémore particulièrement cette journée. C'est une grande fête qu'ils appellent la Magophonie. Ce jour-là, pas un mage n'a le droit de se montrer en public, il reste enfermé chez eux. On se rend compte ici que la Magophonie, tout comme Pourim, célèbre un massacre jugé légitime par les auteurs de l'œuvre. Venons-en à une brève synthèse. L'enquête que nous avons menée a permis de mettre en évidence, me semble-t-il, des similitudes assez frappantes entre les représentations du monde perse présentes dans la littérature grecque et le livre d'Esther. Les parallèles touchent la plupart des épisodes du récit biblique, la présentation générale de l'Empire perse, le fonctionnement de son administration ainsi que la façon de vivre dans le palais du souverain Achvéroch. Tout cela est conforme à la façon dont on se représente la Perse dans le monde grec. En plus, la plupart des péripéties du livre d'Esther ressemblent à des épisodes présents dans les textes grecs.
Ces parallèles font du livre d'Esther un texte tout à fait singulier au sein de la littérature biblique. Aucun livre de la Bible hébraïque ne présente de telles similitudes avec la littérature grecque. Bien que les exégètes aient souvent cherché à identifier des similitudes entre la littérature biblique et les textes grecs, donc on a souvent cherché, c'est difficile de trouver. On va examiner brièvement ce qu'il en est. Il faut bien comprendre que c'est quand même un tout petit peu surprenant qu'on n'ait pas de parallèle, ou peu de parallèles, parce que c'est clair que le texte biblique est quand même en partie écrit ou corrigé, en tout cas durant les périodes hellénistiques. Considérons la question d'abord des rapports entre les historiographies juives et grecques, auxquelles il faut ajouter celle de leurs rapports respectifs avec la littérature grecque, la littérature perse, excusez-moi. Sachant que de nombreux textes bibliques se présentent comme rapportant l'histoire et ont été rédigés durant des périodes contemporaines au texte grec, on pourrait penser et s'attendre à ce que d'autres textes bibliques qu'Esther aient connu les textes d'expression grecque et aient utilisé des procédés littéraires similaires, voire opéré des emprunts à cette littérature. Le débat exégétique à ce sujet porte principalement sur les livres de la Genèse à 2 rois, sur Esdras Néhémie et sur les 2 livres des Maccabées. Pour les livres de Genèse à 2 rois, on trouve certes certaines similitudes avec l'historiographie d'Hérodote, mais les liens restent très limités et on peut légitimement douter qu'une dépendance directe entre ces textes ait existé. Les livres d'Esdras et de Néhémie relatent l'histoire des Israélites durant l'époque perse. Cette littérature se rapproche déjà plus de ce que l'on trouve dans le monde grec. Leurs conceptions de la géographie politique perse ne sont pas sans rapport avec ce que l'on trouve chez Hérodote. L'utilisation de mémoires écrits à la première personne témoigne d'intérêts autobiographiques non sans lien avec ce qui apparaît dans la littérature grecque. Et finalement, l'usage abondant de citations, de documents d'archives, surtout perses, correspond à ce qui apparaît dans les textes historiographiques grecs des Thucydides. Finalement, parmi les livres bibliques, ce sont certainement ceux des Maccabées qui présentent le plus de traits comparables à ceux de l'historiographie grecque. Les livres des Maccabées relatent l'histoire de la révolte des Judéens contre les rois hellénistiques au IIe siècle avant notre ère. Comme chez Thucydide ou Xénophon, on y trouve un intérêt pour une description factuelle d'une période historique bien déterminée, plus ou moins contemporaine de l'auteur. En outre, cette histoire décrite ne vise pas d'abord à être placée dans un grand système d'explication du sens global de la grande histoire du peuple, si vous voulez. On retrouve aussi des références documentaires, et spécialement pour 2 Maccabées, une sorte de goût du pathétique et du pittoresque qui ressemble à passablement d'éléments qu'on trouve dans la littérature grecque. Ce bref parcours montre ce qui semble évidemment parfaitement logique. Vous allez me dire, c'est pas la peine d'avoir fait l'ENA pour ça, mais enfin, ça montre que plus les textes bibliques ont été rédigés durant une période à laquelle l'influence grecque était forte, plus ils ont eu tendance à être influencés par cette littérature. Au moment de la rédaction des livres de Genèse à 2 rois, probablement en partie au cours de l'époque de la domination perse, 5e siècle, disons, alors évidemment, la littérature grecque existe déjà, mais l'influence reste faible. Au moment de la rédaction d'Esdras et de Néhémie, probablement à la fin de l'époque perse, au début de l'époque hellénistique, 4e, 3e siècle, on n'est pas sûr, les liens deviennent déjà plus importants. Et finalement, à l'époque de la domination hellénistique, à l'époque des Maccabées,
au IIe siècle, cette fois les rapports sont plus importants. Cela dit, les rapprochements établis entre les littératures bibliques et grecques ne vont jamais aussi loin que ce que l'on trouve dans le cas d'Esther. Les dépendances portent le plus souvent sur des conceptions générales de l'histoire, de la géographie et sur le mode d'écriture des récits historiographiques. Mais il n'est pas possible d'identifier des phénomènes aussi profonds que ce qu'on trouve dans le livre d'Esther. On ne trouve notamment presque jamais de récits aussi similaires. Dans Esther, ce n'est pas seulement, si vous voulez, l'ambiance générale du livre qui est proche de celle présente dans la littérature grecque sur la Perse, mais il y figure toute une série d'épisodes dont les thèmes et la structure générale ressemblent à des épisodes présents dans les textes célèbres d'Hérodote, de Xénophon ou de Ctésias. Or, ce phénomène n'a que peu d'équivalent dans le monde biblique. Certains textes bibliques, il y a quelques cas, certains textes bibliques ponctuels, comme celui de la fille de Jephthé, en Juges 6 à 8, ou celui de Samson, Juges 13 à 16, présentent des similitudes avec les mythes d'Iphigénie et d'Héraclès. Mais les récits hellénistiques parallèles sont de nature mythologique et les liens entre les deux traditions littéraires peuvent s'expliquer par un fond mythologique commun entre le monde sémitique et grec. Le cas d'Esther est particulier, non seulement par l'accumulation et la proximité des récits parallèles, mais aussi par le fait que ces récits impliquent des personnages de la littérature grecque historiquement situés dans la même période que celle où se déroule le récit d'Esther. Donc vous voyez, il y a quand même une spécificité tout à fait particulière. Et en fait, à part Esther, les exemples bibliques de ce type de parallèle sont rarissimes. La similitude entre le discours d'Holoferne en Judith 5 et celui de la reine perse de la tragédie d'Échille les Perses est le seul cas vraiment comparable à ce que l'on trouve en Esther. Alors, afin d'expliquer les parallèles entre Esther et les textes grecs, certains savants ont voulu postuler l'existence d'un fond culturel de récits orientaux dans lequel auraient puisé un peu indépendamment, comme ça au cours de la période d'influence de l'Empire perse, les auteurs d'Esther et ceux des textes grecs. Vous voyez l'idée, c'est ça, il y aurait une espèce de masse de petits récits dans lesquels on puiserait, puis il l'aurait fait de manière indépendante, ceux qui ont rédigé le livre d'Esther et ceux qui ont rédigé les textes grecs. Alors c'est évidemment une opinion qui permet à ces exégètes de sauvegarder une datation d'Esther à l'époque perse. À mon sens, elle est cependant moins vraisemblable que celle d'une dépendance directe avec les textes hellénistiques. Plusieurs raisons à cela. D'une part, l'existence d'un fond de récits orientaux n'est pas attestée hors de la littérature grecque. Voilà. D'autre part, l'intérêt pour le monde perse, la volonté de se documenter sur lui et de préserver ses renseignements en faisant une littérature constitue des inventions, on pourrait dire d'une certaine manière, culturelles grecques, sans véritable équivalent dans l'Antiquité. Finalement, les questions de datation ne peuvent être invoquées pour exclure une dépendance directe d'Esther et des textes grecs. Esther peut être datée, selon les auteurs, pour certains de la période perse finissante, d'autres vont jusqu'à l'époque hasmonéenne. Et puis sachez qu'on n'a pas de témoins manuscrits du livre d'Esther, même à Qumran. Donc finalement, on ne peut pas exclure une datation tardive d'Esther. La solution la plus simple consiste donc à penser que les auteurs du livre d'Esther connaissaient la littérature grecque, même s'ils ne citent pas directement les classiques, puis ça c'est tout à fait normal parce qu'ils écrivent de toute façon en hébreu. Ces auteurs sont de toute évidence pétris de culture littéraire grecque et familiers de l'œuvre des grands classiques. Ils en utilisent les motifs pour créer un texte conforme au canon de la littérature grecque sur la Perse. Ils vont jusqu'à construire les épisodes et les personnages de l'œuvre à partir de récits et de personnages de la littérature grecque afin de mettre en scène des Juifs vivant dans l'Empire perse. Esther est en somme le pendant juif des récits sur le monde perse que l'on trouve dans les historiographies classiques. La présence d'un tel texte dans la troisième partie du canon de la Bible hébraïque n'a là encore rien de surprenant.
Parce que les ketuvim, les écrits, ne sont pas d'abord une littérature confessante comme la Torah ou les prophètes, mais il s'agit d'un cursus qui se veut d'une certaine manière une forme de littérature hébraïque. On peut penser que dans certains milieux hellénisés, les ketuvim remplirent une fonction culturelle et scolaire analogue à celle des grands classiques pour les Grecs. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Tout d'abord, ces observations indiquent que le livre d'Esther a été élaboré en utilisant le mode de représentation du monde perse ainsi que des récits types présents dans l'historiographie grecque. La littérature hellénistique constitue donc l'arrière-fond intellectuel à partir duquel les auteurs d'Esther ont élaboré leur mise en scène de la diaspora juive de Suse. Le fait que cet arrière-fond culturel grec soit aussi massivement présent laisse penser que ce texte a été rédigé dans un milieu juif profondément influencé par la culture d'expression grecque et pour qui cette culture était extrêmement importante. Des milieux de ce type existent dans la diaspora juive installée dans des milieux fortement hellénisés où circulaient abondamment les grands textes littéraires grecs. La communauté juive d'Alexandrie ou l'une des grandes villes de Syrie paraît offrir un contexte possible à la première élaboration de l'œuvre. La datation, bien que difficile à fixer, ne devrait guère être antérieure à 250 avant notre ère. Cela dit, comme souvent pour les textes bibliques, l'œuvre a été rédigée en plusieurs étapes. J'ai essayé de vous le montrer la dernière fois, que c'est assez vraisemblable dans le cas d'Esther. Et le processus rédactionnel s'est sans doute poursuivi jusqu'au IIe siècle à Jérusalem, qui là aussi était devenue une cité hellénistique, en tout cas fortement hellénisée, avec les tensions qui s'ensuivirent à l'époque maccabéenne. Pour revenir à ce que je vous disais la dernière fois, je pense que le proto-Esther doit être daté du IIIe siècle en diaspora et la rédaction finale du texte massorétique à l'époque maccabéenne. Mais dans les deux cas, c'est des milieux qui connaissent la littérature et la culture grecque, même s'ils peuvent y être radicalement opposés. Pas parce qu'on est opposé à quelque chose qu'on ne connaît pas. Quoi qu'il en soit, ce que l'on peut retenir, c'est qu'une telle œuvre constitue une tentative de synthèse entre un regard grec et juif sur le monde. Ainsi, pour les rédacteurs d'Esther, il était important que la littérature juive comporte, comme la littérature grecque, un récit mis en scène dans la Perse achéménide. En outre, ce récit devait utiliser les standards de la description grecque du monde perse. Ainsi, il était fondamental que Mardochée se comporte comme un grec en refusant de se prosterner devant le roi, par exemple. Cela dit, ces auteurs ont évidemment aussi développé des thématiques typiques du milieu biblique. Comme je vous l'ai mentionné au début de la conférence, on retrouve des thèmes et des motifs caractéristiques des nouvelles bibliques de diaspora, comme le cycle de Joseph, le livre de Daniel, et le récit, les similitudes existent aussi avec le récit de la sortie d'Égypte, donc l'un n'exclut pas l'autre. S'ajoutent à cela des problématiques auxquelles furent probablement confrontées les communautés productrices de l'œuvre. On peut penser notamment aux discours antisémites auxquels ces communautés furent sans doute confrontées et que reflète le discours absolument terrifiant qu'adresse Haman au roi pour le convaincre d'éliminer les Juifs. Il y a un peuple particulier, dispersé et séparé au milieu des peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leurs lois sont différentes de celles de tout peuple et ils n'exécutent pas les lois royales. Le roi n'a pas intérêt à les laisser tranquilles. S'il plaît au roi, on écrira pour les anéantir. Et je compterai 10 000 pièces d'argent entre les mains des fonctionnaires pour les faire entrer au trésor. Esther 3, 8 à 9. Notons l'accusation portée contre les Juifs de faire courir un risque à l'Empire en ne respectant pas le droit commun. L'idée qu'il s'agisse d'acheter d'une certaine manière les Juifs, ils payent 10 000 pièces d'argent, etc.
Donc on a, vous voyez, on voit bien aussi, on discerne aussi des problématiques qui étaient les problématiques auxquelles étaient confrontées les communautés productrices. Donc ce que j'ai cherché à montrer, c'est que le livre d'Esther constitue un travail absolument fascinant dans la mesure où il s'agit d'un texte profondément marqué par deux cultures. L'une juive, l'autre grecque. Ça émane aussi de communautés qui, sont insérées ou vivent dans un milieu où ces deux cultures existent. Les communautés juives qui ont produit ce texte étaient marquées par ces deux cultures. Et je trouve qu'en rédigeant le livre d'Esther, au fond, elle donne une belle leçon d'interculturalité. Vous voyez, elles utilisent les canons des deux cultures et elles jouent avec. Merci de votre attention.